Bonjour à tous et merci aux plus de 4000 abonnés de la chaîne. À 5000, je pense que je vais être obligée de faire une vidéo pour me présenter. Voici le récap de 2 semaines d'actualité spatiale comme on les aime. Allez, décollage! Jeudi 21 février, une Soyouz 2-1B équipée d'un étage supérieur frégate a décollé et mis en orbite le satellite d'observation EgyptSat-A. C'était le premier tir Soyouz de l'année et le vol ne s'est pas entièrement déroulé comme prévu. Le 3e étage de la Soyouz a placé l'étage supérieur frégate et son passager sur la mauvaise orbite. Finalement, c'est l'étage supérieur frégate qui a dû compenser la défaillance pour placer EgyptSat-A sur son orbite. Les officiels russes ont indiqué que EgyptSat-A fonctionnait nominalement après cette correction de mise en orbite. Cette anomalie a entraîné le report du lancement suivant Soyouz depuis la Guyane française. On verra ça tout à l'heure. Il semblerait que la défaillance du 3e étage soit due à l'inversion de 2 capteurs au niveau des réservoirs de kérosène et d'oxygène. Du coup, l'hydrogène a été chargé dans le réservoir d'oxygène et vice-versa. Comme le réservoir de kérosène est initialement plus petit, le bloc 1, le 3e étage, s'est retrouvé avec trop peu d'oxygène et un surplus d'hydrogène. Quand la commande d'arrêt d'urgence des moteurs fut émise pour réservoir vide, le bloc 1 avait utilisé tout son oxygène, mais il manquait encore quelques précieuses secondes de propulsion pour mettre l'étage supérieur frégate sur la bonne altitude. Tout se finit bien pour le satellite d'observation égyptien EgyptSat-A qui va orbiter à 650 km d'altitude. Plus de précisions dans l'article, dans le lien et dans la description. Vendredi 22 février, le VSS Unity, l'avion spatial de Virgin Galactic, est allé encore plus vite et plus haut que lors de son vol du 13 décembre 2018. Cette fois-ci, il est allé à Mach 3,04 et a atteint l'altitude record de 89,9 km. Pour la première fois, il y avait une 3e personne à bord du Spaceship Two en plus des 2 pilotes. Beth Moses, instructeur en chef des astronautes chez Virgin Galactic. Elle a pu flotter en microgravité pendant quelques minutes dans la cabine arrière. Elle a ainsi effectué une validation grandeur nature de ce que pourrait ressentir un touriste spatial lors d'un prochain vol commercial. Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic, a déclaré qu'il espérait que les tests seraient terminés à temps pour qu'il vienne lui-même faire un vol suborbital le 20 juillet, jour du 50e anniversaire de l'atterrissage sur la Lune d'Apollo 11. À suivre. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Vehicle is pitching downrange. Stage one propulsion's normal. Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 février, une Falcon 9 a décollé de Floride avec à son bord 3 passagers. Le vol du lanceur s'est déroulé de façon tout à fait nominale. Pour son 3e vol, le booster du 1er étage a atterri sans problème sur la barge Off-Course I Still Love You au large de la Floride. Le 2e étage s'est ensuite inséré sur une orbite très elliptique dont l'apogée était à plus de 60 000 km. Il a largué en premier le lander israélien Bereshit. Puis le 2e étage a largué le satellite de communication indonésien Nusantara Satu. La 3e charge utile est un satellite SmallSat S5 de l'US Air Force. Ce SmallSat de 60 kg va rester attaché à Nusantara Satu le temps d'atteindre l'orbite géostationnaire. Bereshit, la première charge utile déployée par la Falcon 9, est la première sonde privée vers la Lune. Bereshit est un atterrisseur d'1,5 m de hauteur sur 2,3 m de large pour 585 kg de masse au lancement. Il a été construit par une organisation à but non lucratif israélienne, SpaceIL. L'atterrisseur a été construit dans le cadre du concours Google Lunar X Prize qui a été abandonné début 2018. Malgré l'arrêt du concours, SpaceIL a continué la construction de l'atterrisseur et a même été soutenu par des fonds de l'État d'Israël. La mission Bereshit ne va pas atteindre la Lune avant 40 jours environ. En effet, Bereshit n'était que le passager secondaire de la Falcon 9, alors que le satellite de télécommunication était le passager principal et donc que la fusée l'a placé sur une orbite de transfert géostationnaire. Le module n'a donc pas été placé sur une orbite directement vers la Lune. C'est grâce à des allumages successifs de son moteur qu'il va élever son apogée,
et être capturé par l'attraction gravitationnelle de la Lune. Après plusieurs allumages moteurs, Beresheet est désormais sur une orbite dont le point est le plus haut et supérieur à 37 000 km. La dernière manœuvre est prévue le 4 avril pour l'insertion sur une orbite lunaire et l'atterrissage est à ce jour prévu pour le 11 avril. Rendez-vous sur le blog pour plus d'informations sur la mission, le site d'atterrissage et d'autres informations dans l'article dont le lien est dans la description. Et je vous parlerai sans aucun doute de cette mission dans une future vidéo. Après les atterrissages réussis des petits modules Minerva et Mascot au dernier trimestre 2018, retour sur la sonde japonaise Hayabusa 2. Elle vient de réaliser l'un de ses objectifs principaux, la première collecte d'échantillons de la surface de l'astéroïde Ryōgu. Vendredi 22 février, la sonde s'est rapprochée de la surface de l'astéroïde et l'a touché brièvement. La descente s'est effectuée en mode totalement autonome grâce à un lidar, altimètre laser et à des faisceaux laser pour calculer automatiquement l'altitude de la sonde par rapport à la surface de l'astéroïde. La zone de collecte de l'échantillon n'a pas du tout été sélectionnée par hasard. Une très grande préparation a été effectuée depuis août 2018. Plus de détails dans l'article dont le lien est dans la description aussi. La collecte de matériaux à la surface de l'astéroïde a été réalisée grâce à un cornet d'échantillonnage, une sorte de trompe fixée à la sonde. Lorsque le bout du cylindre a touché la surface de Ryōgu, elle a tiré une petite balle à l'intérieur du cornet et les matériaux éjectés de la surface sont montés dans la partie supérieure de la trompe et sont arrivés dans la zone de stockage. Il est encore prévu 2 collectes d'échantillons pour la mission Hayabusa 2 avant son retour vers la Terre. Top, à 0-20 secondes. Largage du MAVKM. Allumage triétage. À tous de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Et décollage VS21, OneWeb F6. On continue avec le deuxième lancement de l'année pour Soyouz, mais cette fois-ci depuis le centre spatial guyanais. Après un report de tir dû à la défaillance partielle du tir Soyouz et GIPSAT-A la semaine précédente, la 21e mission Soyouz depuis la Guyane s'est correctement déroulée mercredi 27 février. La fusée a placé avec succès les 6 satellites OneWeb F6 sur une orbite terrestre basse circulaire à 1000 km d'altitude, près de leur orbite opérationnelle à 1200 km d'altitude. Le système de distribution des satellites, le dispenser, transportait aussi 4 simulateurs de masse pour remplacer en fait les 4 satellites initialement prévus mais qui avaient été retirés du lanceur. Ce dispenser est construit spécialement et pourra emporter jusqu'à 32 satellites OneWeb lors des futurs lancements. En effet, il est prévu jusqu'à 20 lancements Soyouz depuis la Guyane mais aussi depuis Baïkonour, voire Vostochny, afin de lancer les satellites de la constellation OneWeb. OneWeb est une constellation de satellites de télécommunications en orbite basse qui devrait être composée d'environ 600 satellites mais qui pourrait s'étendre à plus de 900 engins. L'objectif est de lancer beaucoup de satellites d'un seul coup pour disposer très vite d'une large couverture terrestre. La constellation devrait fournir des services à haut débit et à faible latence à un large éventail de marchés, y compris les transports aériens, maritimes, de liaisons terrestres et Wi-Fi communautaires. L'objectif de OneWeb est de distribuer Internet sur toute la planète, y compris dans des zones très isolées. Plus d'informations sur cette constellation, le mode de fabrication innovant des satellites de manière industrielle dans l'article dont le lien est dans la description. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Vehicle is pitching downrange. Samedi 2 mars, nouveau décollage pour une Falcon 9 depuis Cap Canaveral. Le premier étage de la Falcon 9 qui a effectué son premier vol a réussi son atterrissage sur une barge au large des côtes de Floride.
SpaceX avait également déployé le navire Mr. Seven pour tenter de récupérer la coiffe, mais aucun détail n'a filtré sur l'issue de cette manœuvre. La charge utile à bord de la Falcon 9 était très spéciale. Il s'agissait de la capsule Crew Dragon DM-1 pour Demo 1 en direction de l'ISS. Pour ce premier vol de test, il n'y avait pas d'astronaute à bord. Le vaisseau transportait toutefois 400 kg de fournitures et d'équipements pour l'ISS et un mannequin nommé Ripley, comme l'héroïne des films de science-fiction Alien. Environ 10 minutes après le décollage, la capsule a été séparée du second étage du lanceur Falcon 9. Le rendez-vous automatisé avec la Station spatiale internationale a été effectué après 27 heures de vol. Beaucoup de contrôles ont été effectués tout au long du vol, au niveau des systèmes de navigation, télécommunication du vaisseau, contrôle de l'environnement, les panneaux solaires et les systèmes d'alimentation électrique. Contrairement au cargo Dragon dont est issu le Crew Dragon, le vaisseau s'amarre directement au port Harmony de la partie américaine de l'ISS. Il ne nécessite pas de capture par le bras robotique de la station. Dimanche 3 mars, le vaisseau Crew Dragon s'est approché de l'ISS et a effectué plusieurs points d'arrêt afin de vérifier ses différents systèmes de navigation. Un peu plus de 2 heures après l'amarrage réussi du cargo à l'ISS, la porte menant au Crew Dragon a été ouverte. Bien qu'il s'agisse d'un vaisseau américain amarré au segment américain de l'ISS, c'est d'abord le cosmonaute Oleg Kononenko et l'astronaute canadien David Saint-Jacques qui sont entrés les premiers dans le Crew Dragon. Le vaisseau va rester attaché à la station jusqu'au vendredi 8 mars. Après son désamarrage et sa désorbitation, il effectuera un amérissage dans l'océan Atlantique à 230 km environ à l'est de Cap Canaveral. Des équipes de récupération seront postées à proximité pour amener la capsule à terre pour des inspections approfondies après vol. Comme dit en introduction, c'est le début des retours des vaisseaux américains à l'ISS. En effet, depuis 2011 et l'arrêt des navettes spatiales, les Américains sont dépendants des vaisseaux Soyouz russes. Si les données recueillies lors de ce vol de démonstration sont satisfaisantes, un vol de démonstration Demo 2 est prévu à l'été avec cette fois-ci un équipage restreint. Plus de détails sur ce vaisseau et la suite à venir dans l'article dont le lien est dans la description évidemment, mais aussi dans le numéro 49 du magazine Espace Exploration, un magazine que je vous conseille. C'est avec cette petite page de pub pour un magazine vraiment que j'adore que je vous laisse et surtout je vous conseille d'aller voir le blog parce qu'il y a aussi d'autres articles et d'autres brèves spatiales. Je remercie aussi Daniel pour son aide pour le blog et je vous dis à bientôt et continuez de rêver.